Nous allons reprendre les vidéos concernant le parcours de l'arbre du DOM et en particulier nous nous intéressons à cet exemple qui est notre fil rouge. Je répète l'importance de voir l'ensemble des nœuds et l'ensemble des éléments vous permet uniquement de voir que vous avez 3 paragraphes et un nœud EM. Donc il faut encore une fois mettre votre arbre sur une feuille de papier pour travailler les algorithmes. Nous avons vu dans une vidéo précédente l'incroyable puissance d'un parcours récursif, autrement dit, vous allez parcourir l'ensemble des enfants en lançant la même fonction de façon récursive. La fonction va s'auto-appeler. Vous allez pouvoir mettre ici un préfixe de tabulation pour pouvoir afficher une espèce de hiérarchie. Nous allons voir maintenant comment, en parcourant l'arbre, nous allons non plus afficher, mais nous voulons ici faire un test pour savoir si le nœud, si n est de type paragraphe, a tel type de sélecteur, etc., etc. Donc tout d'abord, il me faut connaître une méthode extrêmement puissante donnée par le DOM que nous allons voir ici. Donc voici la structure de votre code à l'aide de l'inspecteur. Donc nous connaissons éléments et nous allons utiliser ici la console. Alors dans la console, je viens de taper document body. Donc nous sommes sur le body. First element child, nous savons que nous allons récupérer le premier élément, autrement dit le paragraphe 1. Autrement dit, ceci s'écrit, puisque ce sont des objets, document, donne-moi le body, body, donne-moi ton premier enfant. Et il faut que je comprenne que là, je suis en train de manipuler le premier P. Alors ce premier P, grâce à une méthode extrêmement puissante qui s'appelle matches, est-ce que tu es un élément avec ce petit machin-là qui serait quoi? Regardez, si je fais une aide, c'est une fonction dans laquelle je peux écrire sélecteur. Des sélecteurs, puisque je vois un S. Mais nous allons écrire un sélecteur pour l'instant très simple. P. Vous vous rappelez le sélecteur P? Est-ce que tu matches P? Autrement dit, est-ce que tu es un P? Évidemment, c'est du CSS. Et vous l'avez compris, pourquoi on écrit ce genre de choses, c'est que si vous faites du DOM, vous êtes dans le domaine où vous connaissez le HTML et vous connaissez bien évidemment le langage CSS, à la fois pour mettre du style, mais évidemment pour la puissance de la recherche de ces sélecteurs. En fait, en L1, qu'on joue avec le CSS, on a envie de faire des pages web. Très bien, mais le CSS est un langage extrêmement puissant dans la recherche de, vous vous rappelez le troisième paragraphe, etc., etc. Derrière, il y a des algorithmes extrêmement puissants qui ont été mis en place. Alors, si je dis, est-ce que tu es un P? Génial, ça marche. Waouh! Alors, qu'est-ce que je peux poser comme autre sélecteur? Bah, serais-tu un P qui a un P devant toi? Vous vous rappelez cette fameuse chose extraordinaire, je cherche un P qui aurait un P devant lui. Ah, ça ne marche plus, effectivement. Paragraphe 1 n'a pas un P. Ah, dites voir, si j'allais voir le dernier élément et que je posais cette question, le dernier élément, c'est-à-dire le P, a bien un P devant lui. Ah, alors, voilà, je suis en train de m'amuser avec mes petites choses. First element child, P1. D'après vous, comment je prends le
dernier élément. Je vais essayer de faire first et je vais faire last. OK. Et d'ailleurs, vous avez vu, c'est reconnu ici, donc je peux appuyer directement last element child. Voilà. Donc je reviens en arrière pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Body, point. Je sais que c'est last quelque chose, last element child, tabulation. Et là, je vais faire ma méthode. Ouh là 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 là, c'est un élément, donc des propriétés et des méthodes, il y en a plein. Moi, je veux appeler la méthode qui s'appelle matches, voilà, et j'écris mon sélecteur. Eh bien, vous savez quoi? J'ai envie de dire, est-ce que tu es un P qui a un P devant toi et ce P aurait un P devant lui? Regardez ici, c'est un P qui contient un P devant lui qui a un P devant lui. Est-ce que ça me renverrait pas trou? Ouh là là, je vois que ce matches est extrêmement puissant. J'ai envie de faire un truc assez dingue avec vous là en direct. Je vais voir mes éléments. Regardez le second. Le second, non, ouf, le dernier P, je vois qu'il est, c'est un identifiant, dernier. Ben voilà. Alors, sans que on me force à le faire, je vais tenter. Donc là, je suis en train de dire body, donne-moi ton dernier élément. Est-ce que tu es pas un sélecteur? Et le sélecteur, il s'appelle dernier. Génial, je teste pour voir si je fais une couillonnade. Majuscule. C'est faux. Waouh, matches, j'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, vous avez vu, je peux mettre plusieurs sélecteurs. Ok. Allez, un dernier là. Est-ce qu'il comprend des choses, bon, subtiles, c'est clair, parce que P plus P plus P, c'est déjà machin, mais est-ce que tu es un body dièse dernier? Ouah, celui-là, alors celui-là, il ne doit pas vous impressionner. C'est un P qui a comme identifiant dernier et qui quoi? Qui serait dans body. En tout cas, ouf, je note matches, j'adore. Alors, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je vais essayer de faire donc un parcours qui va me sélectionner non pas tous les paragraphes, qui va me sélectionner tous les éléments qui seraient un paragraphe, qui ont un paragraphe devant eux. Une folie. Alors, laissez-moi taper le code. Voilà, tac. Ok, je clear ma console. Ok. Alors, je viens de taper le code et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Lorsque je vous dis, je vais utiliser quelque chose qui va stocker les P qui ont un P devant eux. Donc déjà, j'ai mon petit dessin, j'ai mon graphe sur le papier. Monsieur Dupont me dit attention, un P qui a tous les P, c'est partout dans le graphe, hein. C'est pas uniquement les enfants de body. Donc partout dans le graphe, ok, mais je connais là mon graphe et je me dis quels sont les P qui vont être ciblés par ma recherche. Donc à la fin, je sais que je dois avoir celui-ci. Pourquoi? Il a un paragraphe devant lui. Et pourquoi je vais avoir aussi ce paragraphe-là, puisque lui a un paragraphe là. En fait, la question, vous avez compris, pourquoi ce premier paragraphe ne doit pas être sélectionné lors de mon parcours, parce que c'est le seul paragraphe, le pauvre, qui n'a pas, enfin le pauvre c'est le premier, c'est déjà pas mal, qui n'a pas de P devant lui. Donc à la fin de mon parcours, j'ai compris que je dois avoir ces deux paragraphes. Et bien je peux commencer à réfléchir ici. Je vais commencer par le nœud body, et je vais dire au fait body, t'es un paragraphe? Oui, parce qu'il y aura un test sur lui. Il va me dire non. OK. Et je vais donc, de façon récursive, poser la question à tous les enfants, comme je le faisais dans le parcours d'affichage.
Est-ce que vous comprenez que le test es-tu un paragraphe qui a un paragraphe devant, c'est une action, et dans la vidéo précédente, l'action c'était l'affichage. Je vais donc faire la même chose pour les enfants de body. P, voilà, es-tu un enfant qui a un paragraphe devant lui? Grâce à Matches, il va me dire non, eh bien je le laisse tomber. P, j'arrive à ce deuxième enfant. Es-tu un enfant qui a un paragraphe devant lui et toi-même tu es de type P? Il est de type P, il a un paragraphe devant lui. Ouh, bingo. Bingo, ça veut dire quoi? Il faut que je te garde. Ah, ok. Alors, il faut que je mette un marqueur sur ce P. Donc, je ne vais pas aller dans la structure, faire ouais, oh, c'est Monsieur Dupont, mettez-moi une couleur. Pour garder une information, il faut que je la stocke. Je vais la stocker où? Bah, dans une variable. Oui, mais si j'ai plusieurs paragraphes, il me faudra plein de variables. Ah oui, alors là, c'est embêtant. Qu'est-ce qui me permet de stocker plusieurs informations? C'est un tableau. Donc, je vais en fait devoir définir un tableau qui va stocker tous les éléments qui sont de type paragraphe avec un paragraphe devant. Donc l'action, c'est de dire es-tu un paragraphe machin, et si c'est vrai, bingo, je te match et je te stocke. Vous vous rappelez, à chaque fois que j'arrive sur un élément, je fais le test pour mon action et je continue évidemment avec ces enfants. J'arrive ici, EM, de toute façon, tu n'es pas de type P, pour toi c'est terminé. Bilan, je termine pour tous les éléments enfants de P, et donc j'ai fini pour ce deuxième P. J'arrive donc au dernier enfant de mon premier appel, celui du body, voilà. Es-tu, donc l'action c'est plus de l'afficher, c'est de poser la question, es-tu un paragraphe qui a un paragraphe devant? Bingo! Et mon action fait quoi? Le test plus le stockage. Je n'ai plus d'enfant de body, j'ai fini pour body, mon algo va se terminer. Donc ça, il faut vraiment que je l'ai en tête lorsque je vais écrire ma couillonnade de code. Alors, le code, pour changer, ça ne va pas être print, les éléments, comme dans la vidéo précédente. Là, j'ai mis run pour dire je lance une action, voilà, et je vais typiquement appeler ma fonction avec run, un nœud, un élément de mon arbre, hein, je peux démarrer pas au pied de l'arbre, mais je suis déjà dans une branche, et voilà ce qui va permettre d'être quoi? Un sélecteur que je dois passer évidemment à ma fonction pour dire je cherche les P qui ont un P devant. Ok? Alors ma fonction, no stress. Pour stocker, j'ai défini un tableau ici, et de façon globale, ce tableau sera accessible à l'ensemble de mon code ici. Donc en fait là, n'oubliez pas de dire c'est une constante. Et pour ceux qui ont suivi le cours, ouh là là, une constante, ça veut dire que ça ne bouge pas. Oui, l'adresse de mon tableau ne bouge pas. Par contre, le tableau, je vais pouvoir lui mettre des éléments sans bouger l'adresse du tableau, donc je peux mettre une constante. Si c'était une valeur, je ne pourrais pas la modifier. Avec constante, il me faudrait let. Donc dans les tableaux, vous pouvez mettre const, ça veut dire que l'adresse du tableau ne bouge pas, mais vu que les tableaux sont mutables, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire par référence évoluer le contenu du tableau. Voilà. Ce que vous ne pouvez pas faire là, c'est dire que table, maintenant, tu es autre chose, c'est-à-dire lui changer sa petite adresse. Alors, mis à part ça, voilà mon code. Ah, je retrouve la structure de mon print, bien sûr. Vous partez pas de n'importe quoi. Donc cette vidéo, bien sûr, est à regarder après la vidéo simple qui est d'afficher tous les éléments de mon arbre. Regardez, ça c'était ce qu'on appelle l'action, et ça c'est l'action sur tous les enfants. Que fait l'action? Vous n'avez même pas besoin de trouver ça. Console log, c'est pour l'afficher dans la console de debug pour dire si j'ai un bug, je suis perdu, est-ce que j'ai bien trouvé l'élément. Regardez comme c'est simple qu'on a compris. Au lieu d'afficher, je dis élément, est-ce que tu matches le sélecteur? Si c'est le cas, bingo, je t'ai trouvé,
je te stocke dans mon tableau. Donc mon tableau va stocker progressivement, hein, bien sûr, les éléments de mon tableau, ici. Donc qu'est-ce qui me reste à faire une fois que j'ai compris ça? Eh bien c'est terminé. Ensuite, la structure, là c'est roue libre. Je vais relancer la même fonction sur l'ensemble des enfants du premier nœud que j'ai appelé child élément. Ok? Ça va ça? Donc, paragraphe, etc., etc. Ok. Donc, quand je lance, tout à l'heure, il y avait trou. Ah, j'ai l'impression que j'ai trouvé 2 fois, parce que j'ai lancé 2 fois. Parfait. Alors, visuellement, là, il ne se passe rien. Donc, regardez, visuellement, je veux voir le résultat. Un peu comme si on s'amusait à dire, Mehdi, en CSS, quand je mets, vous vous rappelez, P plus P, encadrement en rouge, j'aurai visuellement ces 2 paragraphes-là qui devraient être encadrés en rouge. Alors, comment je fais? Eh bien, écoutez, je tape du code, voilà. Je vais faire une boucle, qui est quoi? Ça, c'est du JavaScript que j'ai appelé, vous m'excusez, élémentaire, une boucle qui dit pour tous les éléments du tableau, pring, l'élément, waouh, c'est quoi ce truc? Ça, c'est le DOM, c'est magnifique, hein. C'est class list add. Je vais pour tous les éléments ajouter une classe qui s'appelle myStyle. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de définir tout simplement une classe CSS. Voilà, je la tape. Tac. Ma classe style. Là, j'ai vu sur la droite, mais je garde le suspense qui est absolument incroyable. J'avais stocké des éléments. Pour chaque élément, je dis je t'ajoute la classe. Oh là là, c'est génial. Je viens de trouver 2 paragraphes qui ont chacun un P sibling, voisin. En faisant mon parcours, oh, c'est génial. Voilà. Donc là, je me dis, c'est comme ça que ça marche le CSS presque. Non, alors pas tout à fait, c'est encore plus puissant que ça. Si on allait voir dans le moteur, dans votre navigateur, c'est d'une puissance absolue, car ils savent stocker des choses en intermédiaire, puisque je vous le rappelle, par exemple, lorsque je suis en amphi, je vous dis, je suis à la recherche des gens qui ont des lunettes. En fait, est-ce que vous comprenez que le DOM, il a été monté en structure? Donc, quand vous rentrez dans l'amphi, il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé par la structure et qui dit, ah, les gens à lunettes, en tout cas, les gens, vos noms, je vous connais, je connais les identifiants, et du coup, je les stocke, je peux les stocker, etc. Donc ça, c'est en interne que ça se passe. Comment ils font, je ne sais pas. Autre chose, quand je dis, tiens, je cherche tous les paragraphes, je le lance plusieurs fois. Est-ce que vous croyez qu'en amphi, je vais regarder les gens qui ont des lunettes? Alors je note votre nom. Et imaginez que je relance cette fonction. Au fait, les gens qui ont des lunettes, ce qui serait pas mal, c'est de stocker le résultat, de dire. Et donc ça s'appelle le cache. Si j'ai le résultat, je vous le donne tout de suite, donc bingo. Sinon, bah, je lance le calcul. Donc ça, c'est de la programmation de plus haut vol. Une fonction, elle est ce qu'on appelle cachée. J'ai mémorisé le résultat pour pas le relancer au cas où. Bon, bref, je me suis un peu éloigné, mais regardez, ce que j'ai tout de suite envie de faire, c'est de m'amuser avec le code. Et là, il suffit de faire modifier, si ça marche. Oh, c'est génial. Donc, modifier mon sélecteur. Que va faire mon code? Il va faire le parcours dans l'arbre à la recherche de quoi? De, vous avez compris, d'éléments qui matchent le sélecteur. Donc, si vous voulez, je vous le fais parce que j'ai bien la structure en tête. Premier coup, body. Body ne marche pas. Je dois voir tous les enfants. Premier enfant, j'arrive là, c'est un P. Il n'a pas un P devant lui. Deuxième enfant, il arrive ici. Est-ce que tu es un P qu'un P? Oui, mais tu n'en as pas de devant. Ah, dommage. Attention, on lance pour ces enfants, donc le fameux EM, il est éliminé. Bilan, j'ai fini pour le deuxième P, il me reste le troisième P, et là, bingo! Il y a
un troisième P. Oh, j'ai tout de suite évidemment une idée, j'ai un troisième P qui matche ça. L'autre exemple, c'est ça. Vous avez le code. Et Monsieur Dupont, si je rajoutais ici encore un paragraphe, hein, qu'est-ce qui se passerait? Oh là là, bien sûr, je les chope. Oh là là, c'est bon. Bref, ça marche. Récompense. Là, vous pouvez vous féliciter euh, d'avoir mis en place ces algos. Encore une fois, c'est une fonction qui s'auto-appelle. La fonction fait ici une action. Voilà ce qui termine l'écriture d'un parcours récursif avec une action de sélection et de stockage dans un tableau intermédiaire. Nous allons voir dans une vidéo, la vidéo suivante, ce même code avec non pas le tableau à l'extérieur, passé donc de façon globale à ma fonction, mais une fonction qui retournerait un tableau qu'elle définit en interne. C'est un peu plus compliqué, mais on va essayer de s'accrocher. À tout de suite.